Aujourd'hui, la 7e fonction du langage, de Laurent Binet. Alors je vais vous lire l'incipit de l'histoire de ma fuite des prisons de Venise de Giacomo Casanova, qui est en fait la première phrase du livre. Après avoir fini mes études, avoir quitté à Rome l'état d'ecclésiastique, avoir embrassé celui de militaire, l'avoir quitté à Corfou, entrepris le métier d'avocat, l'avoir quitté par aversion, et après avoir vu toute mon Italie, les deux Grèces, l'Asie mineure, Constantinople et les plus belles villes de France et d'Allemagne, je suis retourné à ma patrie l'année 1753, assez instruit, plein de moi-même, étourdi, aimant le plaisir, ennemi de prévoir, parlant de tout à tort et à travers, gai, vigoureux et me moquant, au milieu d'une bande d'amis de ma clique dont j'étais le gonfalonier, de tout ce qui me paraissait sottise, soit sacré, soit profane, appelant préjugé tout ce qui n'était pas connu aux sauvages, jouant gros jeu, trouvant égal le temps de la nuit à celui du jour, et ne respectant que l'honneur dont j'avais toujours le nom sur les lèvres plus par hauteur que par soumission, prêt, pour garantir le mien de toute tâche, à violer toutes les lois qui auraient pu m'empêcher une satisfaction, un dédommagement, une vengeance de tout ce qui avait l'apparence d'injure ou de violence. Ça, c'est de la première phrase, quand même. C'est de la première phrase, mais pourquoi cette première phrase ? Elle m'a toujours fasciné, quoi. C'est à la fois... d'abord parce qu'elle est d'un classicisme absolument sublime, vraiment impeccable, tellement bien balancé, équilibré, et puis en même temps, il se passe, c'est un roman à elle toute seule. Il se passe 10 000 choses en une seule phrase. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Et la première phrase, oui, c'est l'essentiel. Quoique Valérie disait, la première phrase nous est donnée par les dieux, et ensuite, c'est du travail et de la sueur. Mais quand même, la première phrase, c'est vraiment c'est l'embrayage, quoi. On passe la première et ensuite, la route est longue, mais c'est la clé de contact, quoi. Et vous y passez du temps, vous y pensez comme ça, vous, quand vous commencez à écrire, Laurent Binet ? Non, j'y passe pas du temps, justement. Là, pour le coup, c'est à la Paul Valéry. C'est un truc, un jour, ça me vient sorti de nulle part. Et après, je me mets à bosser, quoi. Comment dire, il n'y a aucune démarche volontaire au commencement d'un livre. C'est vraiment, je suis ouvert à mon environnement, au monde extérieur. Et puis, je suis, en tant que lecteur, en tant qu'observateur, je suis avide, je suis curieux d'histoire et de connaissances. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me dis, je pourrais en faire un livre. Alors, on va entendre ce que cela donne appliqué à votre nouveau roman qui paraît aux éditions Grasset, Laurent Binet, sous le titre « La 7e fonction du langage ». Et on vous écoute. Alors, chapitre 1. Première partie, Paris, chapitre 1. La vie n'est pas un roman. C'est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvre. Le plus grand critique littéraire du XXe siècle a toutes les raisons d'être angoissé au dernier degré. Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports très proustiens. Et son cours au Collège de France, intitulé « La préparation du roman », s'est soldé par un échec qu'il peut difficilement se dissimuler. Toute l'année, il aura parlé à ses étudiants de haïku japonais, de photographie, de signifiants et de signifiés, de divertissements pascaliens, de garçons de café, de robes de chambre ou de places dans l'amphi, de tout sauf du roman. Et ça va faire 3 ans que ça dure. Il sait forcément que le cours lui-même n'est qu'une manœuvre dilatoire pour repousser le moment de commencer une œuvre vraiment littéraire, c'est-à-dire qui rende justice à l'écrivain hypersensible qui sommeille en lui et qui, de l'avis de tous, a commencé à bourgeonner dans ses fragments d'un discours amoureux, déjà la Bible des moins de 25 ans. De Sainte-Beuve à Proust, il est temps de muer et de prendre la place qui lui revient au panthéon des écrivains. Maman est morte, depuis le degré 0 de l'écriture, la boucle est bouclée, l'heure est venue. La politique, on verra ça. On ne peut pas dire qu'il soit très maoïste depuis son voyage en Chine. En même temps, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, Robbe-Grillet, Michelet, Maman. L'amour d'un garçon. Je me demande s'il y avait déjà des vieux campeurs partout dans le quartier. Dans un quart d'heure, il sera mort. Je suis sûr que la bouffe était bonne rue des Blancs-Manteaux. J'imagine qu'on mange bien chez ces gens-là. Dans Mythologie, Roland Barthes décode les mythes contemporains érigés par la bourgeoisie à sa propre gloire, et c'est avec ce livre qu'il est devenu vraiment célèbre. En somme, d'une certaine manière, la bourgeoisie aura fait sa fortune. Mais c'était la petite bourgeoisie.
Le grand bourgeois qui se met au service du peuple est un cas très particulier qui mérite analyse. Il faudra faire un article. Ce soir, pourquoi pas tout de suite? Mais non, il doit d'abord trier ses diapos. Roland Barthes presse le pas sans rien percevoir de son environnement extérieur. Lui qui est pourtant un observateur né, lui dont le métier consiste à observer et analyser, lui qui a passé sa vie entière à traquer tous les signes. Il ne voit véritablement ni les arbres, ni les trottoirs, ni les vitrines, ni les voitures du boulevard Saint-Germain qu'il connaît par cœur. Il n'est plus au Japon. Il ne sent pas la morsure du froid. À peine entend-il les bruits de la rue. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne à l'envers. Le monde des idées dans lequel il s'est enfermé obscurcit sa perception du monde sensible. Autour de lui, il ne voit que des ombres. Les raisons que je viens d'évoquer pour expliquer l'attitude soucieuse de Roland Barthes sont toutes attestées par l'histoire. Mais j'ai envie de vous raconter ce qui est vraiment arrivé. Ce jour-là, s'il a la tête ailleurs, ce n'est pas seulement à cause de sa mère morte, ni de son incapacité à écrire un roman, ni même de la désaffection croissante et, juge-t-il, irrémédiable des garçons. Je ne dis pas qu'il n'y pense pas, je n'ai aucun doute sur la qualité de ses névroses obsessionnelles. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Au regard absent de l'homme plongé dans ses pensées, le passant attentif saurait reconnaître cet état que Barthes croyait ne plus jamais éprouver. L'excitation. Il n'y a pas que sa mère, ni les garçons, ni son roman fantôme. Il y a la libido sciendi, la soif de savoir, et avec elle, réactivée, l'orgueilleuse perspective de révolutionner la connaissance humaine et, peut-être, de changer le monde. Barthes se sent-il comme Einstein en train de penser à sa théorie lorsqu'il traverse la rue des écoles? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas très attentif. Il lui reste quelques dizaines de mètres pour arriver à son bureau quand il se fait percuter par une camionnette. Son corps produit le son mat, caractéristique, horrible, de la chair qui heurte la tôle et va rouler sur la chaussée comme une poupée de chiffon. Les passants sursautent. En cet après-midi du 25 février 1980, ils ne peuvent pas savoir ce qui vient de se produire sous leurs yeux, et pour cause, puisque jusqu'à aujourd'hui, le monde l'ignore encore. Chapitre 2. La sémiologie est un truc très étrange. C'est Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique, qui le premier en a eu l'intuition. Dans son cours de linguistique générale, il propose de concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Rien que ça. Il ajoute en guise de piste pour ceux qui voudraient bien s'atteler à la tâche, elle formerait une partie de la psychologie sociale et par conséquent de la psychologie générale. Nous la nommerons sémiologie, du grec sémeion, signe. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu'elle n'existe pas encore, on ne peut pas dire ce qu'elle sera, mais elle a droit à l'existence, sa place est déterminée d'avance. La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale. Les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains. J'aimerais que Fabrice Lucchini nous relise ce passage en appuyant sur les mots, comme il sait si bien le faire, pour que le monde entier puisse en percevoir, sinon le sens, du moins toute la beauté. Cette intuition géniale, quasi incompréhensible pour ses contemporains, le cours a lieu en 1906, n'a rien perdu un siècle plus tard, ni de sa puissance, ni de son obscurité. De nombreux sémiologues ont depuis essayé de fournir des définitions à la fois plus claires et plus détaillées, mais ils se sont contredits les uns les autres, parfois sans s'en rendre compte eux-mêmes, ont tout embrouillé et n'ont finalement réussi qu'à allonger, et encore à peine, la liste des systèmes de signes échappant à la langue. Le code de la route, le code maritime international, les numéros d'autobus, les numéros de chambre d'hôtel sont venus compléter les grades militaires, l'alphabet des sourds-muets, et c'est à peu près tout. Un peu maigre au regard de l'ambition initiale. Vu comme ça, la sémiologie, loin d'être une extension du domaine de la linguistique, semble se réduire à l'étude de proto-langages grossiers, bien moins complexes et donc bien plus limités que n'importe quelle langue. Mais en fait, non. Ce n'est pas un hasard si Umberto Eco, le sage de Bologne, l'un des derniers sémiologues encore vivants, se réfère aussi souvent aux grandes inventions décisives dans l'histoire de l'humanité. La roue, la cuillère, le livre, outils parfaits selon lui, à l'efficacité indépassable. Tout laisse supposer en effet que la sémiologie est en réalité l'une des inventions capitales de l'histoire de l'humanité et l'un des plus puissants outils jamais forgés par l'homme, mais c'est comme le feu ou l'atome, au début, on ne sait pas toujours à quoi ça sert, ni comment s'en servir. Chapitre 3. En fait, il n'est pas mort un quart d'heure après. Roland Barthes gît dans le caniveau, inerte, mais un sifflement rauque s'échappe de son corps, et tandis que son esprit s'enfonce dans l'inconscience, probablement traversé de haïkus tourbillonnants, d'alexandrins raciniens et d'aphorismes pascaliens, il entend, c'est peut-être la dernière chose qu'il entendra, se dit-il sûrement, les cris d'un homme affolé. Bien sûr, à l'origine d'un roman, il y a un fantasme, et ça ne suffit pas, et... Pour que le roman existe, il faut que ce fantasme se transforme en obsession. Le fantasme doit vraiment devenir obsessionnel. Alors dans le cas de Barthes, évidemment, c'est compliqué par son esprit retors, si vous voulez. Il avait ce fantasme de faire un grand roman à la Proust. Il avait manifestement un caractère obsessionnel, mais il avait aussi
cette espèce de, enfin, ce qui fonde son génie, c'est cette propension au métadiscours qui fait que, en guise de roman, finalement, qu'est-ce qu'il nous livre ? Il nous livre un cours sur la préparation du roman. J'avais en tête les dernières années de Roland Barthes. Genre, en aucun cas, j'ai pas pensé une seule seconde à écrire le roman que lui aurait pu ou aurait dû écrire. Je me plaçais absolument pas à ce niveau-là. Non simplement le déclencheur, ça a été, bon, à part l'importance que Barthes a eue dans ma formation intellectuelle, ça a été cette histoire quand même de camionnette, d'accident de voiture, et aussi le fait qu'il sortait d'un déjeuner avec François Mitterrand. Et là, je me suis dit, bon, quand même, enfin, en plus, pour moi qui suis féru d'histoire, je me suis dit qu'il y avait et de président de la République. Oui, alors c'est vrai aussi que l'expérience de la campagne de Hollande m'a été utile pour avoir l'idée que peut-être la politique peut amener à tuer les intellectuels. Non, pour disons, enfin, j'irai pas jusque là. Et d'abord, rien ne dit que Mitterrand est impliqué dans le. Enfin, si, il est impliqué, mais en tout cas, à ce stade-là de notre lecture, on ne connaît pas l'assassin. Non, mais ça m'a été utile pour tout ce qui était scène justement avec du personnel politique. Giscard et Poniatowski, la préparation de la campagne de Mitterrand avec Debré, Attali, Moatti, etc., Jack Lang, que d'ailleurs j'ai rencontré, qui avait organisé ce déjeuner avec Barthes, et donc que je remercie ici, qui m'a été d'une aide précieuse. Alors, comment faites-vous le pont entre Roland Barthes et la chanson que vous avez choisie quand nous vous avons demandé quelle pourrait être la bande originale qui accompagnerait la lecture de ce livre? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à Kim Wilde, pour ne pas la citer? Justement parce que donc Roland Barthes, le fait que l'action démarre en février 80 et se termine grosso modo le 10 mai 81 à la Bastille, a nécessité que je me replonge dans le contexte de ces années précisément 80-81. Et donc, dans le livre, il y a plusieurs scènes de soirée et dans lesquelles je donne la bande-son. Et donc, voilà, il y a du Cure, il y a du Bachung, il y a du Blondie. Mais alors, précisément, ce titre, Kids in America de Kim Wilde, a une fonction très particulière. C'est, en fait, je voulais que progressivement, le récit, d'une manière ou d'une autre, se détraque. Et la façon dont j'ai choisi que mon récit allait se détraquer, c'est par une divergence qui allait se creuser. D'abord, un film qui allait se creuser entre le récit et l'histoire dans laquelle il prend référence. Et la première lézarde, l'une des premières lézardes qui est quasiment indétectable, celle-là, c'est la chanson de Kim Wilde, Kids in America, parce que au moment où les gens l'entendent dans la scène de soirée du livre, on est en novembre 1980 et la chanson de Kim Wilde date de 1981. Alors donc, vous voyez, c'est un petit peu subtil. Mais donc, si on regarde bien, quand j'annonce que le personnage principal, Simon Herzog, entend la chanson de Kim Wilde résonner, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, donc, je ne précise pas du tout de ce qui ne va pas pour lui à ce moment-là. Mais en fait, pour moi, ce qui ne va pas, c'est que Kids in America, là, c'est un léger anachronisme. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat but it's soothing heading down. I search for the beat in this dirty town. Downtown Leon was I going, downtown Leon was I growing, with a kid
étonnant, comme il n'y a rien de tel que la musique et les chansons pour se replonger immédiatement dans un temps et dans une époque et dans des images. L'impression, l'empreinte d'une époque, la musique, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Vous avez utilisé ça pour, en l'occurrence, vous replonger dans une époque qui n'est pas exactement la vôtre, finalement. Oui, non, bien sûr. Mais alors, autant que faire se peut, j'essayais de faire jouer aux chansons une double fonction, hein, c'est-à-dire donc une fonction d'ambiance, et puis également, une fonction d'illustration qui soit raccord avec l'action, tout simplement. Par exemple, il y a un moment, il y a Killing an Arab de Cure, qui annonce toute une partie de la problématique dramatique avec les gigolos marocains et algériens qui gravitaient autour de Barthes et de Foucault. On peut écrire en musique ? Oui, il n'y a pas de règle. Oui, moi j'arrive à écrire en musique, oui. Ouais. J'arrive même des fois, j'ai même arrivé parfois à écrire avec la télé allumée. Merci Laurent Binet. Merci.